Lola Brett a 25 ans. Elle vient tout juste d'accepter une mission. Cela ne lui prendra qu'un quart d'heure de son temps sur une journée déjà bien chargée. Allô? Bonjour, c'est votre coursier GoGo Run Run. C'est une des toutes premières runneuses. D'accord, super. À tout de Comprenez suite. qu'elle assure des livraisons pour une plateforme Elle numérique. Cette start-up vient tout juste de se créer. Super. Ça va être bien ça. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. C'est votre boulot au quotidien ou pas? Non, pas du tout. Moi, je suis étudiante à côté, comédienne. Et donc là, j'ai plus le temps de faire ouvreuse, serveuse. Ça me permet d'arrondir mes fins de mois. À l'aide d'un simple smartphone, GoGo Run Run est en train de damer le pion aux livreurs traditionnels. L'application permet à tout à chacun de se transformer en coursier d'un jour. Mais ce job ne permet pas de gagner beaucoup. Vous allez gagner combien pour cette course? Là, c'est une course à 5 €. Donc c'est 25%, donc 4,20 € je crois. Votre colis. Ok, super, merci. Je vous en prie, bonne journée. C'est livré. Oui. 25%, c'est la commission de l'intermédiaire entre les coursiers et leurs clients. Son fondateur tient à se démarquer du modèle américain dont tout le monde parle, Uber. C'est vrai qu'on propose pour la première fois un service de coursier qu'on appelle des runners, accessible simplement pour les particuliers. C'est extrêmement simple, vous avez un iPhone, bientôt un Android, vous pouvez télécharger l'application. C'est proche du modèle Uber Pop. Non, parce que c'est tout à fait légal. New York, Londres, Paris, Uber annonce avoir transporté son milliardième passager. Cette marque mondiale est devenue en 2015 un nom commun, l'ubérisation. Après le bastion des taxis bousculés par les VTC, aucun secteur n'est épargné. Un déluge d'applications se crée à la frontière des réglementations établies. Trustify vous transforme en détective privé. Avec Love Doctor, vous consultez un médecin à distance, alors qu'avec Testamento, plus besoin des services d'un notaire. Tout semble possible à portée d'un clic. De quoi donner le tournis. Tout le monde a peur de se faire ubériser, a même déclaré un patron français. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons où? Je vais Gare du Nord, s'il vous plaît. D'accord, très bien. C'est parti. Thibaut Saint-Phal est à la tête d'Uber en France. Son entreprise est à l'origine de ce tsunami numérique. Elle bouleverse les positions établies. La réalité, c'est que là, on est dans une voiture avec un chauffeur, on est 2 personnes, on s'est mis en contact via une application technologique, mais il y a un rapport humain. Et c'est un moyen de transport utile, démocratique, accessible. Donc c'est très humain au fond. Donc oui, ça fait peur parce que ça transforme vite, mais en même temps, c'est autant de choses qui rendent du temps aux gens, rendent de l'argent, créent du lien dans les gens. Donc il y a des choses positives dont on parle peu. On voit bien que beaucoup d'entreprises nous imitent et essaient de reproduire notre succès, innovent par-dessus l'imitation. Et donc on est évidemment susceptible de se faire ubériser demain. Et à la limite, on en est ravis. On devra juste réagir avec quoi? Avec de l'innovation. Depuis son lancement en 2012, Bruno Teboul, ce spécialiste de l'économie numérique, utilisait lui aussi volontiers ce service de berline aux vitres teintées. En analysant ce que signifie l'ubérisation, il a changé d'avis. Et les conséquences, malheureusement, elles sont aussi parfois, elles peuvent être extrêmement néfastes et dévastatrices, notamment sur l'emploi et sur les conditions sociales, on va dire des gens qui sont aujourd'hui employés, si on peut appeler ça un emploi, ou en tout cas qui sont effectivement sous forme contractuelle ou sous une autre d'ailleurs, en relation avec ces mêmes plateformes et qui se retrouvent finalement dans des relations plutôt précaires. Pourtant, dans ce centre d'accueil, chaque semaine, des centaines de chômeurs parient sur le fait qu'il est maintenant plus simple de trouver des clients plutôt qu'un employeur. Donc c'est pour conduire à votre compte, c'est ça? Voilà, c'est ça, et mettre aussi des chauffeurs. Alors, vous avez votre assurance responsabilité civile pro? S'enregistrer comme chauffeur chez Uber n'est une étape pour Gaëtan Menayam. Vous avez quoi comme société? D'où je viens, il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Je viens du 91, Courcouronne, quartier Le Canal. Ouais. Voilà. Donc, pas mal de personnes qui cherchent du travail. C'est pour ça que toutes les personnes qui travaillent pour moi sont des gens de mon quartier. L'idéal, c'est d'avoir 6 véhicules. Et ça tourne 24 heures sur 24, ça veut dire 3 x 6, 18 personnes. C'est un objectif qu'on s'est fixé avec mon grand frère à partir de juin.
Le précieux sésame en poche, ils sont maintenant plus de 7000 conducteurs à circuler dans la capitale. C'est le marché le plus important en dehors des États-Unis. Bonsoir madame, vous êtes bien Alice? Oui. Bonsoir, enchanté. Eddie. Eddie Cruchon est l'un d'eux, salarié en CDI d'une société de bus le jour. Il est auto-entrepreneur la nuit. Madame, si vous désirez de l'eau ou des petites friandises, c'est pour vous. On va confirmer l'adresse ensemble. Vous allez bien dans le 16e? Oui. Très bien. Ces bonbons sont comme une cerise sur le gâteau du beurre. Ce soir. Ils ont achevé de ringardiser l'image des taxis. Entre copains, avant de... J'ai eu très souvent de mauvaises expériences avec les taxis qui nous font faire 4 fois le tour de Paris dès qu'ils pensent qu'on a un peu mieux, même si c'est complètement faux. Râleurs, voleurs, chicaneurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Vraiment? La mauvaise image des 17 000 taxis parisiens est pourtant en train de changer. Pour riposter à Uber, eux aussi ont créé une application géolocalisée afin d'améliorer leur service. Derrière le volant, Hakim Adaden, un chauffeur au statut différent. Il fait partie d'une coopérative et à ce titre, il bénéficie d'une protection sociale. On est 1200 chauffeurs associés, alors chacun est motivé en fait. On est pris par dossier et chacun est patron. Et moi, je compte sur les autres chauffeurs parce que voilà, c'est le même service que moi. C'est une action, c'est une société, on a des parts dans une société. Alors nous, notre but, c'est faire tourner cette société. Sur la banquette arrière, l'écrivain Laurent Lannes. Il est le chantre de la profession de taxi, si décrié. Sa cible, Uberpop. Cette application permet à tout le monde de se transformer en taxi. Interdite en France depuis l'été dernier, cela reste l'exemple le plus flagrant de l'ubérisation d'un secteur. Une prédation selon lui. La valeur de marché d'Uber aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 à 60 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui a beaucoup de moyens. C'est une machine de guerre en quelque sorte qu'a institué Uber et avec des arguments qui sont souvent fallacieux. On l'a vu notamment avec Uberpop, c'est-à-dire que pour conquérir un marché, on n'hésite pas à utiliser des moyens qui sont des moyens là pour le compte de prédation puisqu'on organise une concurrence qui est une concurrence illégale. On fait travailler des chauffeurs amateurs pour déstabiliser le marché. Avec les nouvelles opportunités économiques, les utilisateurs retiennent le mot « économie » pour leur porte-monnaie. Les startups Airbnb, Blablacar ou encore Wicar, est-ce que ce sont elles aussi des prédateurs ou des modèles d'économie collaborative ? L'ubérisation, elle concerne en fait deux types d'approches. Une approche qui se veut beaucoup plus orientée construction de plateformes de type effectivement hyper capitaliste parce que ce sont des acteurs qui vont lever des fonds, valoriser leur entreprise et finalement avoir envie de créer de la valeur pour eux-mêmes, c'est-à-dire les actionnaires, plus que pour les salariés. Donc d'un côté de l'ubérisation, on a des plateformes de type Uber, Airbnb, etc., très capitalistiques. Et puis est en train de se construire une économie collaborative, coopérative, solidaire et sociale, les deux renvoyant à une économie plus large ou à une approche plus globale qu'on pourrait qualifier d'économie à la demande. 90% du temps, une voiture personnelle ne roule pas. Partie de ce constat, Marion Carrette a eu l'idée de Wicar, une plateforme de location de voitures entre particuliers. C'est habituel pour une fondatrice d'utiliser son propre système ? Ah bah oui, c'est important. Pourquoi ? Il faut bien tester un peu, savoir comment ça marche, savoir si les propriétaires sont contents de comment ça fonctionne, c'est important. Toute l'équipe utilise les services de la société. Bonjour. Oui, enchanté. Jacques-Olivier. Oui. Ok. Voilà la voiture. Voilà la voiture. Il y a la climatisation, il n'y a pas de GPS. Le principe est simple, louer sa voiture sans risque au lieu de la laisser stationner dans la rue. Pas de questions sur la voiture ? Non. Ce Parisien propose la sienne depuis 2 mois seulement. Il n'y a pas de souci. Mais cela lui a rapporté déjà 150 €. De quoi l'entretenir. Bien sûr, pas de souci à la restitution, il n'y a pas de problème. Les loueurs professionnels, c'est leur métier, ils font que ça. Ils font ça très bien. J'ai déjà fait personnellement à faire appel à eux. C'est un autre métier très différent
pour moi en tout cas, de mon point de vue, par rapport à l'utilisation, c'est quelque chose qui reste vraiment occasionnel. Finance, justice, santé, pas un domaine n'y échappe. Des myriades de plateformes coco, comprenez de consommation collaborative, se développent. Toutes ne survivront pas. Mais chacun de ces nouveaux cocos prétend révolutionner l'économie à la papa, avec en tête la réussite du modèle Uber. Uber, c'est pas de l'économie collaborative. C'est vrai qu'on se reconnaît bien dans toutes ces choses, la mobilité partagée, le fait de réserver sur son mobile, etc. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent s'appliquer à nous. Mais on fait plus partie de la consommation collaborative que d'autres choses, finalement. C'est quasiment la troisième révolution industrielle parce qu'on arrive dans une économie, c'est vraiment... les gens gagnent de l'argent, etc. Mais qui est basée sur, plutôt que posséder, on va plutôt utiliser la fonctionnalité finalement de l'objet. On a tous des ressources inutilisées. Interdire ou encadrer, sidérés par l'ampleur et la rapidité du phénomène, les pouvoirs publics ont longtemps hésité. Aujourd'hui, on estime que plus de 700 000 sites d'e-commerce exerceraient en Europe. Pourtant, à peine 1 millier est inscrit auprès de l'administration fiscale en France. Les parlementaires ont décidé de contre-attaquer. Aujourd'hui, une personne qui va louer un appartement ne sait pas forcément qu'il doit faire une déclaration, ne connaît pas forcément le montant de ce qu'il doit déclarer, ne connaît pas non plus les exonérations auxquelles il a droit. La plateforme, demain, sera obligée de donner ces informations. Et deuxièmement, la plateforme va être appelée à donner à chaque acteur de l'économie collaborative quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont dégagé sur une année. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'aller taxer le particulier qui va vendre un produit d'occasion sur Internet, sur Le Bon Coin. Si quelqu'un, effectivement, décide de partager sa voiture pour effectuer un Paris-Lyon, c'est pas ça qu'on cherche à taxer ni à interdire, ça serait complètement absurde. Par contre, pour ceux qui ont un appartement, 2 appartements et qui les louent à l'année sans rien déclarer, c'est pas possible. On a la même chose avec les loueurs de voitures. Les grands loueurs de voitures que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'aujourd'hui, ils ne sont plus les premiers loueurs. Ce sont en volume des particuliers qui ont parfois 10, 15, 20 véhicules à louer, en dehors de toutes les règles. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Si rien n'est fait, des dizaines de milliards d'euros pourraient échapper à l'impôt. Difficile pourtant de légiférer quand on est soi-même un utilisateur fasciné. Bien sûr, je l'ai aussi. Là, vous avez déménagement, livraison, garde d'enfants, location et prêt d'objets, tâches ménagères. C'est des gens qui sont très sympas. Je vais vous dire la vérité, c'est que c'est un milieu qui reste jeune. Nous qui sommes dans un milieu un peu où la gérontocratie prime sur tout le reste, moi ça me permet de voir aussi un autre monde. J'ai l'impression d'être en 1968, c'est tellement révolutionnaire le système. C'est vrai, l'économie du partage est totalement révolutionnaire. Moi je suis obligé d'y aller.